Bon, alors je vais commencer sans plus tarder. Euh, D'abord, la présentation, on l'a divisée en 3 parties. Je vais faire une mise en contexte de l'accès aux données de recherche au Québec et au Canada. Donc, je vais commencer par ça juste pour situer un peu toute la problématique de l'accès aux données. Ensuite, on va parler de l'accès aux données de Statistique Canada, donc de l'IDD, mais très rapidement, mais surtout des centres de données de recherche du réseau canadien et puis du CIQSS, qui est le centre ici. Je vais aussi vaguement parler du Centre de données de recherche économique, qui est le dernier bébé là, pour l'accès aux données de Statistique Canada. Et enfin, on va regarder les microdonnées confidentielles, c'est-à-dire qu'on va regarder les sites web, dépendamment du temps qu'on a aussi. Là. Je vais aller sur le site web de Statistique Canada, vous montrer un peu le site web. Ensuite, il y a Sarah qui vous montrait le site web du réseau canadien et Jean qui va vous montrer le site web du SIX. Et puis, les différentes, après les choses importantes sur le site web à retenir. C'est bloqué. Pardon? Ça va bien? Bon. Oui, il y a la touche magique. On va laisser la télécommande. Donc, dans la mise en contexte, il y a 2 questions importantes là, à laquelle il faut répondre. C'est quelles sont les données pour la recherche, d'abord, et quel accès aux microdonnées pour la recherche. Les microdonnées pour la recherche au Canada, quand on parle de microdonnées, il y a 2 principales sources pour la recherche. Il y a les enquêtes, et ça comprend le recensement, et il y a des fichiers administratifs, dont les fichiers sur l'état civil. Donc, c'est les deux types de données qu'on retrouve au Canada. Dans les principaux producteurs de données, évidemment, il y a les instituts nationaux de statistique, dont Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec. Il y a des chercheurs universitaires qui peuvent faire leur propre petite recherche, faire leur propre enquête, puis collecter de l'information, ramasser des données. Il y a les ministères et organismes gouvernementaux qui peuvent mener aussi, qui peuvent avoir des fichiers administratifs et qui peuvent réaliser des enquêtes pour leurs besoins. Oui? Excusez-moi, juste tout de suite en commençant, est-ce qu'on va avoir accès à ce fichier PDF là? Oui. Ça sera disponible. Et il y a les organismes sans but lucratif, le secteur privé, qui ont aussi des données, qui collectent de l'information. Donc, c'est les principaux types, les principaux collecteurs. Évidemment, Statistique Canada a un rôle important au Canada dans la production de données de recherche. Le mandat de Statistique Canada, c'est recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques portant sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales des Canadiens. Donc ça, c'est le mandat au départ. Il y a 3 mots importants là-dedans et qui va aussi situer la problématique de l'accès aux données. C'est recueillir de l'information. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, mais ces 3-là vont vraiment situer la problématique. Analyser les données et publier, donc de diffuser les résultats. Il faut que ça serve à quelque chose, les données. Au niveau des microdonnées, évidemment, il y a les recensements. Les recensements, c'est une tradition qui remonte au milieu du 17e siècle. Il y a les recensements modernes à partir de 1851, avec vraiment des questions qui ont évidemment évolué dans le temps, mais c'est à partir de 1851 qu'on parle des recensements modernes. Et il y a les recensements quinquennaux à partir de 1956 et l'utilisation du double formulaire à partir de 1971, donc un formulaire court qui est demandé, qu'on demande à tous les Canadiens, et le formulaire long, où il y a vraiment des questions plus détaillées, là, qui est un échantillon, et qui reçoivent le formulaire long. On pourrait même ajouter une ligne ici, puisque
depuis l'année passée. Donc là, on a maintenant toujours le formulaire court, tous les Canadiens doivent répondre au formulaire court, mais le formulaire long s'est transformé en une enquête. Donc maintenant, on parle de l'enquête nationale sur les ménages. Donc, c'est un nouveau pas, un nouveau changement dans le recensement. Bon, est-ce que ça va revenir? On ne le sait pas, mais c'est depuis 2011. En passant, Sarah ou Jean, si vous voulez ajouter quelque chose, donner des détails, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas, ça va faire aussi une présentation qui est un peu moins statique. Au niveau des enquêtes, il y a le programme de l'enquête sociale générale qui a débuté en 1985. Donc, c'est une enquête annuelle. Donc, on a 25 cycles maintenant à peu près de l'ESG. C'est vraiment différents sujets. Ça peut être des thèmes aussi multiples comme la famille, l'emploi du temps, la victimisation. Et puis, ils peuvent revenir aussi dans le temps. Donc, c'est vraiment l'ESG, c'est quand même gros et il y a un potentiel analytique qui est quand même important. Dans la décennie 90, sont nées une multitude d'enquêtes longitudinales. Donc, des enquêtes où on va suivre les gens dans le temps. Donc, il y a l'enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes qui est née au début de 90. L'enquête sur les jeunes en transition aussi au début des années 90. Il y a l'enquête nationale sur la santé des populations. On suit aussi des gens dans le temps. Et l'enquête dynamique du travail et du revenu, tout à la même époque. Donc, pour la plupart de ces enquêtes, on a à peu près 8 cycles maintenant. Là. Les jets, c'est 6, mais donc on a 8 moments dans le temps parce que c'est pas annuel, donc, mais à peu près 8 moments dans le temps. Donc ça, c'est les années 90. Donc aussi des bases de données qui sont très riches parce qu'au lieu d'avoir un portrait à un moment fixe, donc une base de données fixe dans le temps, on peut suivre les individus et vraiment là, étudier un phénomène là, qui évolue dans le temps et qui change aussi, donc dépendamment du sujet de l'enquête. En 2000, il y a le programme des enquêtes de santé des collectivités canadiennes. Donc, c'est sur la santé, l'utilisation des services. Et donc, c'est une enquête qui est aussi très riche. C'est une enquête aussi qui est annuelle, donc on a plusieurs cycles de l'ESCC. C'est à un niveau infraprovincial, donc c'est pour vraiment, on peut étudier là, les communautés, la santé dans les communautés et tout ça. Il y a les enquêtes post-censitaires. Les enquêtes post-censitaires, c'est suite à un recensement, on va identifier une population en particulier qui nous intéresse dans le recensement à partir d'une question filtre, et puis on va leur poser des questions plus précises. Par exemple, l'enquête sur la participation et les limitations d'activité. Donc, à partir du recensement, on va déterminer, on pose la question, est-ce que vous avez des limitations d'activité? Donc, à partir de ça, on va créer un autre échantillon de gens qui ont des limitations et on va faire une enquête sur eux pour vraiment, même chose pour l'enquête auprès des peuples autochtones. Donc, on détermine à partir du recensement les gens qui viennent, les gens qui sont autochtones et on va leur poser d'autres questions. Donc, ils seront la base d'échantillonnage pour un autre questionnaire. Et évidemment, il y a une multitude d'enquêtes transversales. Donc, Statistique Canada a beaucoup. Il y a plusieurs enquêtes, donc un potentiel analytique assez important. Il y a des données administratives aussi, parce qu'il y a le registre canadien du cancer. Donc, à chaque fois qu'il y a un cancer qui est détecté au Canada, ça va dans un registre où on a le type du cancer, type de cancer et des informations sur les répondants et tout ça. Donc, c'est une base de données qui est administrative. On a tous les cancers, les cas de cancer. Les données sur l'état civil, qui est aussi une base de données administrative. Il y a les bases de données administratives longitudinales. Ça, c'est à partir des déclarations d'impôts. Donc, on va fusionner et regarder dans le temps. Là, on peut regarder l'évolution des revenus. Donc, ça fait une base de données administrative, mais longitudinale. Et il y a la base de données sur l'immigration, où on fusionne aussi des données sur le revenu et des données sur l'immigration.
Il y a le programme de déclaration uniforme de la criminalité, donc qui est aussi une base de données à partir des événements, là, des crimes commis. Donc, en résumé, on a un important portefeuille de données à Statistique Canada. Mais la question et la problématique, c'est l'accès à ces données. Pour les instituts statistiques, c'est toujours la fameuse question de la protection de la confidentialité versus l'utilité des données. Évidemment, c'est pour ça qu'au début, là, quand je parlais du mandat, Statistique Canada collecte beaucoup. On a plusieurs bases de données, puis on a beaucoup d'informations, mais ces données-là étaient très peu utilisées parce qu'il y avait pas d'accès, c'était juste les gens de Statistique Canada qui pouvaient publier, faire des analyses sur les données, puis publier dans les revues de Statistique Canada. Et puis quand on fait, dans Statistique Canada, fait une enquête, on informe le répondant, on s'engage envers le répondant que ce qu'ils vont nous donner comme information, ça va rester confidentiel. Et évidemment, les instituts statistiques ne peuvent pas faire de compromis sur la confidentialité. Cependant, même chose, quand on fait une enquête, souvent ce que les gens vont dire, quand il y a des enquêtes qui peuvent durer jusqu'à 1 heure, 2 heures avec le répondant, mais j'espère que ça sert à quelque chose. J'espère qu'il va avoir, tu sais, les gens voudraient avoir du feedback, savoir, bon, ben, qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc, il y a aussi cette problématique-là où les données étaient très peu utilisées, si on remonte à une vingtaine d'années, et on veut protéger la confidentialité. Donc, il y a deux grandes initiatives complémentaires de partenariat entre le monde universitaire et Statistique Canada qui ont émergé, disons. Il y a l'initiative de démocratisation des données, donc l'IDD, que vous connaissez, et ça va être le sujet d'une autre présentation un peu plus tard aujourd'hui. Et il y a l'initiative canadienne pour les statistiques sociales, donc l'ICSS, qui vise, là, on se rend compte qu'on doit donner un plus grand accès, les données doivent être utilisées, donc ces initiatives-là ont donné naissance à l'IDD et au Centre de données de recherche. Donc, quand on parle des accès, là, il y a 3 grands types d'accès pour Statistique Canada. C'est l'IDD, qui est un large accès aux microdonnées publiques d'enquête et de recensement. Donc, on parle des FMGD. La présentation est à 10h45, donc il y aura une présentation là-dessus. J'insisterai pas plus là-dessus, puisque ça va être vraiment le sujet d'une présentation. Donc, on donne un large accès aux microdonnées publiques. L'IDD, c'est vraiment un succès incroyable. Là. Les étudiants, les professeurs peuvent avoir accès aux données partout, en autant que l'université est membre de l'IDD. Mais il y a des lacunes aussi dans cet accès-là, c'est qu'il y a des variables qui vont être recatégorisées, groupées, au lieu d'avoir le revenu de façon détaillée, par exemple, en variable continue. On va avoir une échelle de revenus. Donc, la variable de revenus telle qu'elle, en continu, ne sera pas disponible, mais il va y avoir une échelle. Donc, quelqu'un qui s'intéresse vraiment, qui a besoin de la variable de revenus dans ses analyses, ben là, il était un peu laissé pour compte parce que, il ne pouvait pas utiliser les données publiques pour ça parce qu'il y a eu des regroupements. Puis, il y a des variables qui sont complètement retranchées. Donc, oui, on donne, donc c'est encore on revient toujours à la problématique, là. Donc, l'IDD, c'était de donner accès à plus large bassin possible, mais en même temps, il a fallu faire des choses pour protéger la confidentialité des répondants, dont retrancher des variables qui étaient trop sensibles et regrouper des catégories dans certaines variables. Donc, je n'insisterai pas plus là-dessus. Il y a les centres de données de recherche, qui est un accès plus restreint aux microdonnées détaillées des enquêtes individus ou ménages. Et des recensements, donc les fichiers analytiques, c'est un échantillon de 20% du formulaire long, là, du formulaire 2B, et des fichiers administratifs. Donc, comme on a dit, il y a des lacunes avec l'IDD et les centres de données de recherche, suite à l'initiative, sont un peu la réponse à ces lacunes-là. Et le plus récent des centres de données de recherche, encore une fois, avec les centres de données de recherche, on a donné accès surtout à les données sociales, où l'unité d'analyse, c'est l'individu, le ménage. Mais tout ce qui est entreprise, des données entreprises, où l'unité d'analyse est l'entreprise,
Ça, il y avait, en tout cas, jusqu'à tout récemment, c'était pas possible d'accéder à ces données-là. Et là, on a ouvert récemment, face, encore une fois, au succès des centres de données de recherche, on a ouvert un centre de données de recherche économique, donc où il y a des enquêtes entreprises. Donc, juste un rappel du fonctionnement d'un centre de données de recherche. On donne accès donc à des microdonnées, mais ça doit se faire quand même dans un environnement qui est sécuritaire. Quand on parle d'un environnement physique sécuritaire, c'est qu'il y a un laboratoire. Les gens ils ont une carte d'accès pour accéder au laboratoire. Ils ont un compte avec mot de passe où ils ont leurs données, ils ont accès à leurs données, tout ça. Il y a la présence d'un employé de Statistique Canada dans le laboratoire. Bon, pour le laboratoire de l'Université de Montréal, c'est moi qui est l'analyste responsable du laboratoire. Il y a des procédures d'accès qui sont sous l'égide du CRSH, donc on ne peut pas juste venir et accéder aux données, là. Il y a des procédures qu'il faut remplir. Les gens doivent soumettre un projet au CRSH, c'est en ligne. Je ne sais pas si on va le voir peut-être au cours de la journée, mais donc c'est en ligne. Les gens doivent faire un CV, un curriculum vitae, les étudiants, et ensuite joindre leur projet de recherche. Et là, c'est évalué par le CRSH. Puis quand c'est accepté, là, ils peuvent accéder aux données dans le laboratoire. Les chercheurs deviennent des employés réputés de Statistique Canada parce qu'ils doivent, il y a la loi de la statistique qui protège les répondants, donc ils sont sous les mêmes obligations que les employés de Statistique Canada, donc ils doivent protéger les répondants. Donc ils deviennent des employés réputés et puis ils doivent signer un contrat de recherche. Donc, et à la fin, si c'est des étudiants, par exemple, ils doivent nous remettre un produit. C'est comme si Statistique Canada engageait un étudiant ou un professeur pour faire une recherche. Donc, à la fin, ils doivent remettre quelque chose. Ça peut être des thèses, des maîtrises, des articles pour les professeurs. Un des aspects importants, c'est que nous, les analystes, on doit regarder les résultats et contrôler pour la confidentialité. Donc, les étudiants font des analyses, doivent soumettre leurs résultats, on regarde tout et on s'assure que ça protège la confidentialité avant d'envoyer les résultats à l'étudiant. Donc, en gros, c'est le fonctionnement d'un centre de recherche comme ici. Peut-être qu'à la pause ou au lunch, si les gens qui s'intéressent, on pourra faire une petite visite guidée par Franck. Oui, certainement, du laboratoire. Oui, le réseau canadien des CDR, des centres de données de recherche. Quand on dit CDR, c'est centres de données de recherche. Bon, il y en a à travers le Canada. C'est une infrastructure de recherche pan-canadienne où les chercheurs universitaires, gouvernementaux, la société civile peuvent exploiter une vaste gamme de microdonnées pour mieux comprendre et relever les défis sociodémographiques, économiques, sanitaires auxquels la société canadienne est confrontée. Les CDR ont été ouverts progressivement à compter des années 2000. Celui ici de CIQSS de l'Université de Montréal est un des premiers, oui, c'est 2001, donc c'est parmi les premiers. Où donc on va permettre une large utilisation des enquêtes longitudinales dans des conditions adéquates, donc les conditions que j'ai juste mentionnées. Et la création est le fruit des délibérations du groupe de travail mixte sur l'avancement de la recherche utilisant les statistiques sociales mises sur pied par le CRSH et Statistique Canada à la fin des années 90. Donc là, ça fait plus de 12 ans là, que les centres de données de recherche existent. Il y a plus de 25 centres de données de recherche à travers le Canada. Un des derniers centres est Yellowknife, je pense. Donc, on couvre vraiment. Pardon? Ah, OK. À Mémorial qui va ouvrir ses portes, si ce n'est à la fin de l'année, au début de 2013. Donc, il y a Terre-Neuve là, qui va ouvrir bientôt. Là. Il y a plus de 130 bases de données qui sont utilisées dans les CDR, incluant les recensements, les enquêtes longitudinales de plus en plus les données administratives. Bon, les données administratives, au départ, il n'y en avait aucune dans les centres de données de recherche. On a commencé avec juste les enquêtes longitudinales.
On a vu que ça fonctionnait bien, on a ajouté des enquêtes, et puis là, on est rendu à l'étape d'ajouter des données administratives. Donc, on y va toujours de façon plus restrictive au départ, puis là, on voit que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème, et on ouvre l'accès, finalement. Donc, il y a plusieurs projets pilotes sur des données administratives qui ont lieu et qui, éventuellement, les données, une fois que les projets pilotes sont terminés, puis qu'on voit que tout est en place, puis qu'il n'y a pas de problème, bien là, on peut ouvrir l'accès à tout le monde. Il y a donc des milliers de chercheurs de plusieurs disciplines, dont l'économie, la sociologie, la démographie, la psychologie, les sciences de la santé, des centaines de publications scientifiques de mémoire et de thèses. Donc, il y a vraiment, là, au niveau de justement que les données soient utiles, les centres de données de recherche ont vraiment un succès, là, juste en termes de thèses et des étudiants qui font leur maîtrise avec les données. Là, il y en a des centaines. Pardon? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par données administratives? Je sais que Jean l'avait expliqué quand il venait le cas, mais... Bien, les données administratives, c'est pas des enquêtes. C'est que, et puis là, quand on regardait les producteurs de données, là, c'est, par exemple, quand on fait nos impôts, tous les chiffres, c'est dans des bases de données. Donc, c'est des données administratives. Quand on parlait du registre canadien des cancers, quand on détecte un cancer au Canada, ça doit être envoyé, les médecins doivent envoyer un rapport. Donc, ce n'est pas une enquête, c'est qu'on envoie nos... Ce sont des données qui sont recueillies dans le cadre, par exemple, de l'administration d'un programme, qui ne sont pas recueillies à des fins de recherche, mais qui ont un potentiel de recherche très intéressant. Donc, on parle ici, par exemple, les données dont la RAMQ est dépositaire ne sont pas collectées à des fins de recherche, sont collectées aux fins d'administration des programmes de rémunération des médecins, tout ça. Sauf que il s'avère que ces données-là sont extrêmement riches du point de vue de la recherche. Donc, il y a ça, les données du ministère de l'Éducation, par exemple, sur soit la diplomation des étudiants, des trucs comme ça, sont recueillis pour le suivi des étudiants, voir ceux qui l'évaluation et tout ça. Mais d'un point de vue de la recherche, là, quand on veut essayer, par exemple, de contrôler le décrochage scolaire, des choses comme ça, ou de voir l'impact de la réforme sur les performances, c'est données-là peut-être très utile. Mais au départ, elles ne sont pas recueillies à une fin de recherche, mais à des fins administratives. Administrer les programmes. Puis ces données-là ont quand même un potentiel analytique. Donc, c'est pour ça qu'on les rend disponibles tranquillement. Là. Donc, ici, c'est la carte des différents centres. Donc, on voit qu'on couvre vraiment l'ensemble du Canada. Excusez. Oui. Vous avez parlé tantôt des centres de données de recherche économique. On va reparler, je veux juste... Non, je me demandais si c'était une infrastructure complètement à part des centres de données de recherche. Je vais juste en parler. Là, Jean va vous présenter un peu le CIQSS. Okay. Et après ça, on va revenir pour... Là, moi, j'ai présenté les centres de données de recherche en général. Et je vais revenir glisser quelques mots sur le nouveau centre d'accès des données. Donc, Jean, si tu veux y aller pour le CIQSS. Donc, on a parlé du réseau des centres, du réseau canadien des centres de données de recherche qui a été créé finalement à la fin des années 90. Donc, le CIQSS, c'est un de ces 25 centres de données de recherche-là. Donc, au Québec, on n'a qu'un CDR, c'est le CIQSS, Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales. Pourquoi est-ce qu'il y en a seulement un au Québec alors qu'on va en retrouver 6 ou 7 en Ontario, 2 en Alberta? Bon. C'est nous, on a choisi, on a adopté dès notre création une approche réseau où, au départ, 6 universités se sont associées pour créer le CIQSS. Et bon, maintenant, avec la signature de l'entente, c'est l'ensemble des universités québécoises qui font
partie du CQSS. Donc, une approche réseau qui permet donc d'une part de mobiliser plus de ressources et qui permet également de partager de l'expertise. Et ça s'est avéré une formule gagnante parce qu'on est finalement le centre le plus actif dans le réseau canadien des centres de données de recherche. On est le centre qui offre la gamme la plus étendue de services, d'activités de formation, d'activités de diffusion et de rayonnement. Donc, on a commencé avec un seul laboratoire d'accès aux données confidentielles de Statistique Canada, qui était ici, et c'est le plus grand au Canada, là, ici à l'Université de Montréal. Et depuis 2004, on a développé et on a fait accepter par le réseau et par Statistique Canada un modèle d'antennes qui sont des plus petits centres rattachés au centre mère et donc on a ouvert des centres comme ça à l'Université Laval, à l'Université de Sherbrooke, à McGill Concordia et l'UQAM INRS. Donc, actuellement, on a un réseau finalement de 5 laboratoires donnant accès aux données confidentielles de Statistique Canada. Donc, le CICS est soutenu depuis presque sa création par le Fonds de recherche du Québec Société Culture, qui l'a reconnu d'abord comme installation majeure et ensuite comme regroupement stratégique dans la catégorie là, des plateformes de données. Une autre chose qui distingue le CICS des autres CDR du réseau, c'est qu'on n'offre pas seulement l'accès aux données de Statistique Canada, mais comme au Québec, on a la chance d'avoir un institut de statistique, donc l'Institut de statistique du Québec, bien, le CICS est un partenariat formel avec l'ISQ dans lequel on offre l'accès aux données de l'ISQ, les données d'enquête et les données administratives dont l'ISQ est dépositaire. Cet accès-là se fait dans le cadre d'un laboratoire qui est ici et qu'on peut voir quand on rentre au CICS, mais se fait, et va commencer à se faire, et va se faire de plus en plus par la plateforme d'accès à distance que l'ISQ a développée et qui rend d'autant plus intéressant donc le partenariat qu'on a avec l'ISQ dans le contexte du partenariat avec le réseau de l'Université du Québec. Et donc, il y aurait une démonstration un petit peu plus tard aujourd'hui de cette plateforme d'accès à distance. Puis, bon, les objectifs que poursuit le CQSS, ce sont dans le fond les mêmes objectifs que ceux du réseau canadien des centres de données de recherche. Donc, l'appui à la recherche en facilitant l'accès aux données confidentielles, soit de Statistique Canada, soit de l'ISQ, la formation nécessaire pour l'analyse de ces données-là, puis la valorisation des résultats des recherches menées à partir de ces données-là, à partir des statistiques sociales. Donc, on peut voir un peu la structure du CQSS. On a les universités membres en haut. Donc, à l'extrême gauche, il y a l'Université du Québec qui est donc le partenaire le plus récent. Complètement à droite, Sherbrooke, qui est également un partenaire qui s'est ajouté en 2004, et les 6 universités fondatrices, si je peux dire, du CQSS là, en haut. Donc, il y a 2 ensembles de laboratoires. Donc, d'un côté, il y a le CDR qui donne accès aux données de Statistique Canada, avec des antennes dont je viens de parler, l'Université Laval, Sherbrooke, UQAM, INRS, McGill, Concordia, et le CADRISC qui donne accès aux données de recherche de l'ISQ, donc laboratoire également à l'Université de Montréal, et la possibilité d'avoir des antennes dans plusieurs des composantes, entre autres du réseau de l'UQ, l'UQAC, l'UQAR, l'UQTR, bon, selon la demande, entre
entre autres, des chercheurs et l'intérêt de la communauté scientifique de ces différents centres. Je continue. Bon, les bases de données accessibles au SIX, comme dans l'ensemble des CDR, donc les bases de données d'une unité d'analyse, c'est le ménage et l'individu, Franck l'a dit. Les enquêtes longitudinales, c'est une chose, c'est que on ne dispose pas de fichiers publics permettant de faire l'analyse longitudinale à partir des grandes enquêtes longitudinales de Statistique Canada. Donc, Franck a dit que la décennie 90, ça a été la décennie des enquêtes longitudinales de Statistique Canada. On en a lancé 6 ou 7. Donc, la création du réseau visait d'abord à rendre possible l'accès à ces données-là pour lesquelles on ne pouvait pas avoir accès par le biais de l'IDB. Bon, on a également les grands programmes d'enquête, le G, le SCC, les enquêtes post-censitaires, les autres enquêtes, donc tout ce qui s'est dit tout à l'heure. Les services offerts, donc on offre l'accès aux données, mais on offre également des services d'accompagnement, donc de l'aide à la préparation des projets, des services conseils pour la réalisation des projets. Donc, une fois que les gens ont commencé à travailler, bien, s'ils ont des questions par rapport à la base de données, par rapport à des variables qu'ils ne comprennent pas très bien, par rapport à certaines méthodologies qui ont été utilisées, bon, il y a des... nos analystes de Statistique Canada, en poste au CIQSS, ben, avec leurs collègues d'Ottawa, bon, peuvent y répondre. On offre des formations qui peuvent aller soit les formations à l'utilisation des logiciels d'analyse statistique ou des formations aux méthodes d'analyse statistique, soit dans le cadre de nos écoles d'été, soit dans le cadre d'ateliers pratiques. On a des activités d'animation scientifique, des présentations de bases de données, de résultats, de solutions aux problèmes, aux défis méthodologiques, des programmes de bourse pour les étudiants gradués, puis des activités de transfert de connaissances. On verra ça tout à l'heure très rapidement en regardant notre site web. Oui, alors, donc, on a accès, je vais y aller très rapidement pour ça, c'est que, un peu comme, bon, on a eu l'IDD, il y avait des lacunes, les centres de données de recherche ont permis de répondre à ces lacunes. Il y a une lacune dans les centres de données de recherche, c'est que, bon, on n'a pas accès à des données entreprises. Donc, l'objectif du centre de données de recherche d'élaboration de données de recherche économique, pardon, est de donner accès à des enquêtes entreprises. Il n'y a seulement qu'un centre pour l'instant. Bon, le centre est un peu, encore une fois, les données entreprises, je reviens à la problématique d'accès et d'utilité. On veut que ce soit utilisé aussi, mais il y avait la question, encore une fois, de la confidentialité. Donc, ça, c'était parce que c'est beaucoup plus facile d'identifier une entreprise qu'identifier des individus dans les enquêtes. Donc là, Statistique Canada, c'est toujours d'abord, OK, on va commencer avec les centres de données de recherche, on verra est-ce que ça va bien aller. Et devant le succès, on vient d'ouvrir le centre de données de recherche économique. Il y a un centre pour l'instant, en tout cas, qui est situé dans les bureaux de Statistique Canada à Ottawa. Donc, les étudiants ou les gens qui veulent accéder à ces données-là doivent se déplacer. Il y a de l'accès à des fichiers de microdonnées sur les entreprises et sur l'économie. Il y a des frais d'accès, alors que au SIX, c'est gratuit, il n'y a pas de frais d'accès. Pour l'instant, en tout cas, le Centre de données de recherche économique, il y a des frais d'accès. Je n'ai pas l'ordre, c'est déterminé, je pense, en fonction là, du type de projet, puis est-ce que c'est un étudiant, donc ils ont, j'imagine, des critères. Autour de 6 000 Autour de 6 000 donc, pour avoir accès à ces données-là. Au départ, c'était ouvert seulement qu'à des... ça peut être plus élevé, on me dit, à l'arrière. donc malheureusement, il y a des frais d'accès. L'évaluation est sous l'égide de Statistique Canada, donc on ne soumet pas le projet au CRSH comme pour les centres de données de recherche, on soumet le projet au centre qui est situé à Ottawa. Eux font l'évaluation du projet et puis ensuite vont donner accès aux données.
Donc, c'est l'accès à des enquêtes entreprises et de données administratives économiques, donc sur la dynamique, le rendement, le financement, les investissements des entreprises, le commerce international, l'organisation du milieu du travail, la mobilité, le roulement de la main-d'œuvre. Donc, c'est un centre qui donne accès à ces données. On va prendre les 5 dernières minutes pour regarder rapidement des façons de repérer les microdonnées accessibles à partir de différents sites web. Donc, le premier, c'est le site web des CDR de Statistique Canada. Le site du SIC, c'est le site du réseau. Montrer rapidement le site de Statistique Canada. Donc, sur le site de Statistique Canada, vous avez dans l'onglet de gauche, là, Analystes et chercheurs. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir donc des ressources, différentes ressources pour les chercheurs et les analystes, dont dans ressources ici, les trois initiatives, les 3 types d'accès aux données dont je parlais. Donc, le Centre canadien d'élaboration de recherche économique. Il y a l'initiative de démocratisation des données, un lien, et le programme des centres de données de recherche. Donc, si quelqu'un cherche, veut avoir accès à des données, par exemple, dans les centres de données de recherche, peut aller là et cliquer sur le bouton. Donc, on a les 3 liens. Et là, il y a le site du programme avec les procédures. Donc, c'est quoi la procédure là, pour demander un projet? Il y a les ensembles de données et il y a différentes rubriques comme ça. Si tu vas sur ensemble de données, donc on voit la liste des ensembles de données. Cependant, la liste ici n'est pas exhaustive. C'est juste les données là, qui sont le cœur, disons. On a dit qu'il y avait plus de 130 bases de données. Donc là, on en liste seulement 15 ou 20. Donc, c'est peut-être pas, excusez pour les collègues de Statistique Canada, là, c'est peut-être pas l'outil idéal pour repérer des microdonnées accessibles dans les centres de données de recherche. Donc, mais on comprend qu'un site aussi complexe que celui de Statistique Canada, ce n'est pas toujours facile de faire des modifications, alors que du côté universitaire, c'est plus facile. Donc, tant du côté du réseau canadien des centres de données de recherche que du CIQSS, ben, on a présenté un peu les données de façon différente, qu'on trouve peut-être plus facile. Donc, sur la page du CIQSS, la page d'accueil, de Quad 9, vous avez un onglet en haut, Données, qui donne les données accessibles. Donc, on a les données accessibles à la fois de Statistique Canada et de l'Institut de statistique du Québec. Donc, pour les données de l'ISQ, Marc-Antoine va y revenir tout à l'heure. On a les ressources, l'équipe d'analystes, les équipements et les logiciels. On a aussi les procédures d'accès, comment accéder aux données. Puis, on peut regarder quels sont les projets en cours, en plus, avec ces différents types de microdonnées. Donc, pour les données de Statistique Canada, on les a décomposées. Donc, il y a les enquêtes longitudinales, les enquêtes transversales dont on vous a parlé, les grands programmes d'enquête, le ESG, le SCC, les autres enquêtes transversales, les recensements. Donc, pour l'instant, on a les recensements de 81 à 2006. Les recensements de 61 à 76, on les attend. Et les recensements de 1911 à 1951 qui sont accessibles. Et des données administratives. Pour l'instant, on en a un ensemble, le registre canadien du cancer, mais il y a d'autres ensembles de données qui actuellement sont accessibles dans le cadre de projets pilotes. Si on clique
sur, par exemple, un onglet, la liste des enquêtes longitudinales. On s'intéresse à l'enquête auprès des jeunes en transition. Ça nous amène, on a donc un lien à ce moment-là vers le site de Statistique Canada pour cette enquête-là. On a les différents cycles, donc 6 cycles de données. Et quand on clique sur le site, le cycle qui nous intéresse, là, on a un lien à la page de l'enquête de Statistique Canada qui va nous donner un accès au questionnaire, un aperçu de l'enquête, la source de données, la méthodologie, l'exactitude des données, la documentation. Donc, c'est finalement les métadonnées concernant cette enquête-là qui sont accessibles par le site de Statistique Canada. Il y a un élément extrêmement intéressant, en tout cas de mon point de vue, pour ça, c'est qu'on a également un lien au... Bon, on peut consulter les résumés chronologiques des changements de l'enquête, il y a d'autres périodes de référence, mais il y a un lien aussi aux produits connexes et notamment aux publications. Donc là, on peut aller consulter les publications de Statistique Canada portant sur cette enquête-là. Donc, quand on veut connaître un petit peu plus le potentiel analytique et savoir si cette enquête-là peut répondre à nos besoins comme chercheurs, bien, il est très intéressant d'avoir un accès à ce moment-là sur les différentes publications qui ont été faites. Et la même chose pour les analystes et les chercheurs. Il y a une liste des informations apparentées pour les analystes et les chercheurs. Donc, ça, ce sont des ressources qui, de mon point de vue, sont très intéressantes. Oui, Richard. Est-ce qu'il y a un moteur de recherche qui permet, mettons, comme à la fois dans les enquêtes, pour chercher, mettons, dans les variables de l'enquête ou dans les publications là, dont on parle? Sur le site de Statistique Canada, il y a, quand tout à l'heure, quand on était dans analyste-chercheur, là, il y avait les 3 liens à gauche. Là. Il y a un petit moteur de recherche, mais là, il faut avoir des mots-clés. Si on cherche immigration, par exemple, on met le terme immigration, il va y avoir toutes sortes de choses sur l'immigration. Si on cherche une enquête, on peut mettre l'acronyme de l'enquête. Mais c'est pas... On ne peut pas chercher au niveau des variables. Non, non. Il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent, par exemple, d'Equinox ou de Nestor qui vont être présentés là, à partir des fichiers publics. Pour l'instant, on ne l'a pas avec les données confidentielles. Par contre, peut-être que David va nous dire un mot sur une initiative du réseau canadien d'avoir un outil de métadonnées pour tous les fichiers de données accessibles dans les CDR. Puis, on va, pendant les prochains quelques mois, on va travailler avec Donna, qui est responsable du centre du programme du centre de recherche à Statistique Canada. Puis, le projet de métadonnées, c'est on documenter toutes les variables dans les fichiers. Puis, avec les IDD, nous avons le produit Nestor, dont Chantal va nous présenter. Puis on va essayer de faire le mélange des deux, avoir des fichiers publics là-dedans, mais aussi des variables, des fichiers confidentiels aussi. Et ça, c'est quelque chose pour l'avenir. On ne sait pas exactement quand on va faire. Donc, là, je vais vous indiquer quelques ressources rapides. Puis, on pourra vous donner un petit aide-mémoire sur ces différentes ressources-là. Quand on s'intéresse à une enquête, on a identifié une enquête qui pourrait nous intéresser, puis qu'on veut en savoir un petit peu plus, il y a des liens sur le site de Statistique Canada. Mais on a également, nous, dans notre série d'activités, donc de séminaires de présentation de bases de données, on a invité depuis notre ouverture, donc maintenant ça fait une douzaine d'années, des méthodologistes ou des responsables des enquêtes de Statistique Canada à venir présenter ces bases de données-là. Donc, pour consulter ces présentations-là, parce que souvent les PowerPoint sont accessibles, on peut les télécharger, et depuis quelques années, ces présentations-là sont même
enregistré et on peut voir le vidéo de la présentation. Donc, on peut aller dans nos archives et là, on a des séminaires de présentation d'enquête. Et là, en ouvrant chaque année, on peut voir les différentes présentations et aller télécharger de l'information. Par exemple, la dernière, au mois de septembre dernier, on a eu une mise à jour relative à l'enquête nationale auprès des ménages. Donc là, les gens qui s'intéressent à cette enquête-là peuvent aller chercher l'information. Donc ici, on a seulement le PowerPoint. Par contre, pour d'autres séminaires, on va avoir également la vidéo. Donc, ça, c'est une des ressources qui peut s'avérer intéressante pour en apprendre un peu plus sur une enquête. L'autre ressource que je trouve extrêmement intéressante, je ne sais pas si Sarah veut, bon, c'est sur le site du Réseau canadien des centres de données de recherche, un site, bon, très riche, là, puis je vous invite peut-être pendant les périodes d'exercice là, à aller jeter un coup d'œil. Il y a un moteur de recherche bibliographique, donc qui rassemble les publications qui ont été réalisées depuis plusieurs années dans tous les CDR à partir des données confidentielles de Statistique Canada. Et donc, par exemple, si vous avez un chercheur qui s'intéresse à la consommation, on peut faire une recherche à ce moment-là par mots-clés et on va trouver à ce moment-là des différents ressources bibliographiques qui nous indiquent à partir de quelle base de données ces travaux-là ont été réalisés. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est l'enquête canadienne, l'enquête de santé dans les collectivités canadiennes, le SCC, c'est ça. Il y a encore des petits trucs, là, c'est seulement la base de données est inscrite en anglais, là, ça va être corrigé, ces trucs-là. Donc, et ainsi de suite, on a la plupart du temps un résumé des liens, l'URL et tout ça. Et on voit, par exemple, que quelqu'un qui s'intéresse à des problématiques de consommation, l'enquête canadienne, l'enquête de santé dans les collectivités canadiennes s'avère une source de données très intéressante. Donc, ça, c'était une des ressources dont je voulais vous parler. Puis, plus tard, on va vous donner des petits exercices pour un peu, comment dire, qui vont permettre un peu de survoler là, puis d'appliquer ces différentes techniques de recherche-là, ou outils de recherche-là de microdonnées. Là, je ne vais pas prendre davantage de temps de mon collègue Marc-Antoine qui va venir nous présenter maintenant l'accès aux données de l'Institut de la statistique du Québec. Est-ce qu'il y a très rapidement des questions? Je sais qu'on va revenir dans la période d'exercice à certains aspects du repérage de microdonnées confidentielles de Statistique Canada. D'abord, oui. J'ai juste une question vite, parce qu'il y a des questions chez nous. À propos, pour accéder au CDR, pour les chercheurs internationaux, vous voulez éclairer ça, des nouveaux règlements Oui, oui, effectivement, il y a depuis septembre, il y a une nouvelle politique de Statistique Canada pour l'accès aux chercheurs internationaux, qui était encore là. Franck a beaucoup parlé de la problématique entre le respect de la confidentialité et l'utilité des données, tout ça. Donc, c'était des inquiétudes liées à la protection de la confidentialité quand on a des chercheurs internationaux qui viennent utiliser les données et qui repartent dans leur pays. Donc là, on va leur demander d'avoir un répondant canadien ou résident permanent ici. Vous allez retrouver sur notre site
tous les documents et la démarche nécessaires. Et pour les étudiants, à ce moment-là, c'est qu'on va demander aux doyens des études supérieures de l'établissement d'accueil d'écrire à Statistique Canada pour dire qu'on est au courant que cet étudiant est bien inscrit dans un programme, est bien encadré par tel professeur et qui travaille à partir de données là, dans un laboratoire, dans un CDR. Donc, on a finalement mieux encadré cette politique-là pour les chercheurs internationaux. Là, c'est tout début. En tout cas, il va y avoir une période de rodage. Là, nous, on a rencontré la plupart des administrations des universités pour leur expliquer cette nouvelle politique. Donc, la meilleure chose, c'est quand vous êtes au courant d'un chercheur international qui voudrait avoir accès aux données, il ne faut pas hésiter à communiquer avec nous pour qu'on aide finalement